Le secteur bancaire et financier a connu un nouveau choc qui peut ressembler à celui de 2008 avec la faillite de Lehman Brothers. Alors, il faut quand même toute raison garder, les 3 banques qui ont fait faillite sont 3 banques américaines et qui sont bien plus petites que Lehman Brothers, qui était à l'époque la 4e banque d'investissement américaine. Les 3 banques en question qui ont fait faillite sont Silvergate, Signature Bank et SVB. Donc 3 petites banques, 2 banques plutôt spécialisées dans la crypto-monnaie et SVB qui est spécialisée dans tout ce qui va être start-up. Ces 3 banques ont coulé pour une raison qui sont assez similaires, c'est ce qu'on appelle un bank run. Un bank run, c'est quand tout le monde veut récupérer son argent au même moment. Pour le cas de SVB par exemple, SVB devait trouver 42 milliards à donner à ses clients parce que tout le monde retirait son argent. SVB en a trouvé à temps que 41 milliards. Il manquait donc 1 milliard pour payer tous ses clients. SVB a donc fait faillite. Ça a provoqué un petit séisme sur la bourse du secteur financier avec des chutes qui sont assez importantes, ce qui ouvre évidemment de grosses opportunités pour des investisseurs. Alors faut pas évidemment faire n'importe quoi, il faut d'abord analyser les actions, les sociétés, les comptes des résultats, potentiellement faire une analyse technique pour savoir si c'est le bon moment de rentrer ou non. J'ai fait toutes ces analyses sur une entreprise en question, une entreprise française éligible au PEA et qui paye du coup un dividende qui est très intéressant. L'ordre de grandeur, on est à 10% de rendement par an, étant donné que son prix en bourse a beaucoup chuté récemment. Juste avant de te présenter l'action et donc l'entreprise qui permet d'avoir des dividendes de 10% par an, sur laquelle je me suis d'ailleurs positionné sur mon PEA il y a quelques jours, regardons le contexte global, parce qu'on a quand même 3 banques américaines qui ont fait faillite. Il ne faudrait pas que ça se propage, parce que investir maintenant et si une crise arrive demain, ça sera évidemment un mauvais investissement. Prenons le cas de SVB pour bien comprendre où on en est. SVB donc est spécialisé dans des startups. La plupart de ses clients sont des startups, des PDG de startups qui ont beaucoup d'argent et qui ont mis leur argent chez SVB. À un moment donné, SVB a fait des mauvais placements et a déclaré une perte de 1,8 milliard de dollars. C'est pas grand chose, c'était largement encaissable par la banque. Le problème, c'est que quelques jours avant, Silvergate ou Signature Bank avaient annoncé sa faillite. Ça a donc fait paniquer tous les clients de SVB qui sont tous passé le mot et qui ont tous demandé à récupérer leur argent. SVB donc devait récupérer 42 milliards sur les marchés pour les rendre à ses clients. Ils n'ont pas réussi, il leur manque 1 milliard. Ils sont donc passés en faillite. Le gouvernement américain a tout de suite réagi en nationalisant SVB, Silvergate et Signature Bank et en garantissant à 100% tous les dépôts sur ces 3 banques. C'est-à-dire que tous les clients de SVB, Silvergate ou Signature Bank récupéreront, quoi qu'il arrive, leur argent, puisque c'est garanti par le gouvernement américain, et on sait que quand c'est garanti par le gouvernement américain, c'est plutôt sûr. Alors on pourrait se dire que c'est dangereux pour le gouvernement américain, parce qu'il y aura beaucoup d'argent à sortir pour rembourser tous ses clients. En fait, pour le cas de SVB, pas vraiment. Les comptes étaient plutôt sains, et en vendant tout ce que possède SVB, le gouvernement américain devrait normalement pouvoir rembourser tous les clients de la banque. Les seuls qui vont être lésés seront les actionnaires, mais bon, le capital des actionnaires était beaucoup plus faible par rapport au capital de tous ses clients. Ce qu'on voit donc à première vue, c'est que cette crise ne devrait pas s'étendre au niveau international, puisque le gouvernement américain a tout de suite réagi, a fait ce qu'il fallait pour pouvoir rembourser tout le monde. Donc normalement, cette chute ne devrait pas durer sur le long terme, ce qui devrait nous permettre d'investir maintenant, puisque les actions bancaires, du coup, ont énormément chuté, et donc sont sur le mois sous-cotée, et une action qui est sous-cotée, et en plus qui paye des dividendes, ça permet d'avoir des rendements qui sont très intéressants. Autre point très important à regarder, c'est des soupçons de fraude fiscale géante dans 5 banques françaises. Évidemment, ça aide pas, déjà qu'on a des problèmes aux États-Unis, on a en plus des potentielles fraudes fiscales dans des grandes banques françaises, et ces banques en question, c'est HSBC, BNP Paribas, Exane, qui était une filiale de BNP, Société Générale et Natixis. Donc il faut quand même suivre ces informations, parce que évidemment, ça peut avoir des répercussions très importantes sur le prix en bourse de ces 5 actions. Mais rassure-toi, l'action que je vais te présenter juste après ne fait pas partie de ces 5 banques. C'est une banque qui, pour l'instant, en tout cas à ma connaissance, n'a rien à voir avec cette fraude fiscale. Maintenant que tu connais le contexte actuel du secteur financier et bancaire, il est temps que je te propose l'action qui me semble très intéressante sur le moment, avec des rendements en dividendes de l'ordre de 10% par an, et c'est n'est autre que Crédit Agricole. On voit que Crédit Agricole donc, a eu une énorme chute récemment qui est due à ce que je t'ai présenté juste avant, et actuellement on est en train d'avoir une stabilisation, et on a donc un prix qui est très intéressant,
qui est de l'ordre de 10 euros par action, sachant qu'en 2020, le Crédit Agricole a payé 1,5 € de dividendes, ce qui fait donc, comme je l'ai dit, environ 10% de rendement par an. Je te propose de maintenant de prendre un peu de recul et regarder l'évolution du prix de Crédit Agricole sur le long terme, donc depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, sur une période d'un peu plus de 10 ans. La courbe bleue, c'est l'évolution du prix en bourse du Crédit Agricole. La courbe verte, c'est la droite de tendance. Et les courbes grises, c'est plus 1, plus 2 écart type et moins 1 et moins 2 écart type. Ça permet de voir rapidement si le Crédit Agricole est surévalué sur le long terme ou sous-évalué. On voit que le Crédit Agricole a touché à 2 reprises moins 2 écart type et plus 2 écart type. Et aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de moins 1 écart type. Donc Crédit Agricole est plutôt sous-évalué par rapport à sa droite de tendance, en tout cas sur le long terme. Et quand ça touche moins 1 ou moins 2 écart type, ça peut être des bons points d'entrée, puisqu'on sait que normalement, statistiquement parlant, Crédit Agricole devrait retourner sur sa droite de tendance, voire même la dépasser un petit peu sur le long terme. Si on continue l'analyse avec les résultats nets de Crédit Agricole entre 2018 et 2022, parce que j'ai pas encore les chiffres de 2023. En 2018, Crédit Agricole a gagné 5 milliards d'euros. En 2019, 5,5 milliards d'euros. Ça a chuté en 2020. Bon, le Covid est passé par là. Crédit Agricole a uniquement gagné 3,2 milliards d'euros, ce qui est déjà très bien vu ce qui s'est passé en 2020. En 2021, ça a explosé à la hausse, 6,8 milliards d'euros, et ça s'est stabilisé à peu près en 2022 avec 6,3 milliards d'euros. On voit donc que le Crédit Agricole gagne beaucoup d'argent, on parle de plusieurs milliards d'euros qui rentrent directement dans les caisses de la banque chaque année. Connaître le résultat net, c'est très intéressant, mais connaître la marge nette, c'est encore mieux, ça permet de voir la performance du Crédit Agricole, et les performances sont juste énormes. En 2018, la marge nette était de 25%, elle est montée à 27% en 2019, bon, en 2020, elle a bien chuté à 16%, toujours l'histoire du Covid. En 2021, explosion à la hausse de la marge nette avec 30%, et on est à 27% en 2022. Donc la marge nette de Crédit Agricole est juste énorme. Alors je t'ai donné plein de chiffres, mais ce qui est intéressant, c'est de comparer cette marge nette avec d'autres banques. On ne peut pas comparer vraiment les résultats, parce que ça va dépendre de la grosseur de la banque. Par contre, la marge nette, vu que c'est le résultat net divisé par le chiffre d'affaires, c'est très facile de comparer deux sociétés du même secteur grâce à cet indicateur. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris Crédit Agricole, j'ai pris BNP Paribas et j'ai pris Société Générale, donc 3 grosses banques françaises, et j'ai tracé ici la marge nette de chacune de ces banques. En 2018, c'est Crédit Agricole qui gagne avec 25% de marge nette, face à 19% pour BNP Paribas et 18% pour la Société Générale. 2019, on rebelote, Crédit Agricole écrase les deux autres banques avec 27% de marge nette, contre respectivement 19% pour BNP Paribas et 16% pour la Société Générale. En 2020, le Covid arrivait par là, le Crédit Agricole n'est pas la première, c'est BNP Paribas avec 17%, et Crédit Agricole avec 16%, et Société Générale avec uniquement 1%. On voit que ça a été très dur pour la Société Générale pendant la période Covid, alors que pour le Crédit Agricole, ça allait beaucoup mieux. Et de nouveau, 2021-2022, on voit que la marge nette du Crédit Agricole est largement supérieure à ses concurrents français. On est à 30% en 2021 contre 13 et 25%. On est à 27% pour le Crédit Agricole en 2022 contre uniquement 22% pour la BNP Paribas et encore moins bon pour Société Générale qui est uniquement à 11% de marge nette. Juste avant que je te dévoile le dividende que va payer Crédit Agricole en 2023 et l'évolution des dividendes au cours du temps, je t'invite à mettre un énorme pouce bleu sous la vidéo si elle te plaît et me mettre en commentaire ce que tu penses de l'entreprise Crédit Agricole. Et d'ailleurs, si tu as d'autres idées d'actions qui payent des gros dividendes éligibles au PEA, n'hésite pas à le mettre en commentaire, ça peut aider tous ceux qui regardent la vidéo. En tout cas, si tu mets un pouce bleu, je te remercie, ça permet de développer la chaîne et ça me fait très plaisir. Maintenant qu'on sait que le Crédit Agricole est une entreprise qui est solide et qu'elle n'a rien à envier aux autres grandes banques françaises, on va regarder le dividende, je pense c'est ce qui t'intéresse le plus. J'ai tracé ici les dividendes entre 2017 et 2023, parce que oui, le Crédit Agricole a déjà annoncé ce qu'elle allait payer en dividende en 2023. La date d'ailleurs de détachement est le 30 mai 2023, donc si tu veux avoir des dividendes de Crédit Agricole, il faut investir sur l'action avant le 30 mai de cette année. Et le montant des dividendes de 2023, c'est 1,05 € par action, comme en 2022. Si on fait un peu l'historique, on voit que le dividende entre 2017 et 2019 est monté pour atteindre un premier pic à 69 centimes d'euros par action. C'est tombé à 0 en 2020, bon, le Covid est passé par là, mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on sait que le Crédit Agricole est capable de ne pas payer de dividendes
une année si il y a vraiment des gros problèmes. Bon là c'était le Covid avec un blocage complet de l'économie pendant plusieurs semaines. Je suis pas sûr que ça va arriver souvent. Ensuite c'est bien remonté en 2021 avec 80 centimes d'euros par action et en 2022-2023 on est donc à 1,05 € par action, ce qui représente donc en 2023 avec le prix actuel de Crédit Agricole d'environ 10% de rendement annuel uniquement grâce aux dividendes. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, mets-moi un énorme pouce bleu sous la vidéo, ça me fait très plaisir et ça permet de développer la chaîne. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu penses de Crédit Agricole et s'il y a d'autres actions qui sont selon toi très intéressantes pour toucher des gros dividendes sur l'année 2023. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!